to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on va parler d'un film que j'aime, d'un amour complètement immodéré. Et en plus de cela, je pense que c'est pas un film si connu que cela, sauf peut-être dans les milieux, voilà. Ce film s'appelle Le Passe-Montagne, pardon. C'est un film réalisé par Jean-François Stévenin, qui a fait 10 milliards de choses dans le cinéma français, et qui a été aussi un très, très grand cinéaste. Et ce film date de 1978. Et pourquoi ce film? Parce que ça, voilà, un livre. Je le mets là, comme ça, un livre édité chez Yellow Now et dans la collection Côté Film. Et ce livre a été écrit par Pierre Jailloux et il est là pour nous en parler et que je remercie beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content de ce livre et de ce film. C'est ça, pour parler d'un film comme Passe-Montagne. Quand je dis que ce film, quand j'ose dire qu'il n'est pas si connu que ça, est-ce que je suis dans la vérité ou pas du tout? Oui, vous êtes dans la vérité, c'est-à-dire que c'est un film qui a à la fois un statut assez culte. C'est souvent, d'ailleurs, on peut parler de perles un petit peu secrètes, hein, ou de cachets, de secrets le mieux conservés du cinéma français. Mais en même temps, effectivement, dans un certain cercle, on va dire cinéphile ou qui s'intéresse au cinéma, c'est souvent considéré comme un film extrêmement important du cinéma français, du cinéma tout court. Mais effectivement, il n'a pas la popularité que peuvent avoir des films dans lesquels Stévenin jouait en tant qu'acteur. Ces films sont peu connus. Mais en même temps, je pense que c'est un film aussi qui a innervé peut-être une partie, de façon secrète, là aussi, une partie du cinéma français. Ah bah ça m'intéresserait qu'on en parle. Je vais noter ça tout de suite et on va en parler peut-être vers la fin de l'émission. Ça serait intéressant. Première question, là pour le coup extrêmement basique. J'aimerais savoir, même si bon, dans le livre il y a beaucoup d'indices. Ce film, en l'occurrence, dans votre histoire du cinéma, ça représente quoi exactement? Alors, c'est un film qui a une histoire un peu particulière parce que c'est un film que j'ai découvert en discutant avec deux amis que je peux nommer d'ailleurs, hein, Philippe Fauvel et Marcos Suzal, qui est aujourd'hui rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et Philippe Fauvel qui fait partie du comité de rédaction. Et un jour, c'était la première fois que je voyais Marcos d'ailleurs, et donc on commence à discuter et là, je les entends parler d'un film, Passe-Montagne, dont j'avais entendu moi-même parler. Donc là, il y a peut-être 8, 9 ans peut-être. Et donc ils me font croire un petit peu de manière ironique que c'est un film tellement connu que c'est vraiment très étonnant en fait que moi, enseignant de cinéma, je ne connaisse pas ce film, que je ne l'enseigne pas, etc. Et donc moi, bien sûr, je marche totalement. En imaginant que c'est un film effectivement tellement connu que c'est aberrant en fait que je ne connaisse pas. Et il s'avère que je découvre très vite d'une part que, pour revenir à votre première question, que c'est un film méconnu, que beaucoup même d'enseignants du cinéma ne connaissent pas forcément ou n'ont pas vu, que le cinéma de Stévenin est peu connu. Je découvre en même temps le film dont je tombe vraiment amoureux en fait immédiatement, que je peux revoir effectivement à satiété. Et donc on commence à imaginer d'abord d'organiser une rencontre avec Jean-François Stévenin, qui est venu donc à Grenoble où j'enseigne à l'occasion d'un colloque pour présenter les films qui étaient restaurés à ce moment-là. Donc j'ai pu m'entretenir avec lui, présenter le film avec Jean-François Stévenin. Voilà, Stévenin a fait le show comme il savait le faire en fait devant un public conquis. Et puis de fil en aiguille, j'ai également fait écrit une communication pour un colloque. Et puis l'idée aussi a germé d'écrire un livre dans cette collection-là. Voilà, tout est parti un peu d'une blague ou d'une conversation en toute amitié autour de ce film. Et puis c'est un film ensuite qui m'a accompagné durant toutes ces années et pour lesquels dont j'avais vraiment envie, sur lequel j'avais vraiment envie d'écrire. Mais comment on se réapproprie un film de ce genre et pour ensuite écrire quelque chose sur ça? Comment on fait? Oui, comme vous dites, sur ça, parce qu'on ne sait pas trop.
Oui. Il faudrait, je pense que, et pardonnez-moi, je vais vous poser une autre question. Il faudrait vraiment préciser à ceux qui n'ont pas vu le film que c'est vraiment très particulier comme film. Et ce qui ne veut pas dire, enfin, quand je dis particulier, enfin, c'est perturbant au niveau de la narration, au niveau de tout. Et en même temps, il y a quelque chose qui, si on se dit, il y aura un avant et un après, et on y revient assez souvent à ce film-là, comme dans des westerns, par exemple de John Ford ou des choses comme ça. Et donc voilà, comment on fait déjà pour se réapproprier ça et en faire un essai, quoi, une réflexion? Oui, parce qu'il faut peut-être expliquer effectivement, comme vous disiez, que c'est un objet très particulier, parce que ce qui me séduisait tout bêtement, c'est que on ne savait pas vraiment à quoi on a affaire, on ne sait pas à quoi on a affaire en voyant ce film, on ne sait pas ce que ça raconte précisément, parce qu'il s'agit de la rencontre effectivement de deux personnages, un joué par Steve Nain, l'autre par Jacques Villeray, dans un coin perdu du Jura, dans une grange, et ces deux-là vont passer quelques jours et quelques nuits ensemble. À la poursuite d'une combe magique, d'un oiseau en bois. On va avoir comme ça quelques signaux, quelques mots dont on va entendre parler. Ils vont partir un petit peu comme des dératés dans la neige et dans la montagne à la poursuite de ce rêve, mais un rêve qui est très impalpable et qui est très difficile à définir. Et le film lui-même est impalpable, indéfinissable. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement quelle est la quête, quel est le but de ces deux personnages. D'où ils partent, où ils vont, on n'en sait rien. D'ailleurs, on découvre ces personnages à un moment de leur trajectoire. En fait, on ne sait pas d'où ils viennent véritablement, et le film s'arrête alors même qu'on ne sait pas véritablement ce qui va advenir de cette quête un petit peu utopique. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait d'abord, c'était d'être en face d'un objet, comment dire, sur lequel il était difficile d'avoir des choses bizarrement concrète à dire, en fait. C'est-à-dire que je ne savais pas par quel bout le prendre, et ce qui me séduisait bizarrement, on va dire que c'est un film d'ambiance, alors c'est peut-être une facilité de dire ça, mais c'est vraiment ça, il n'y a pas véritablement une structure narrative très, très définie, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement ça. J'avais l'impression, en fait, avec ce film, que, là aussi, ça fait peut-être cliché de dire ça, que seul le cinéma, en fait, que l'objet cinématographique pouvait nous donner ça, justement. Qu'il n'y avait pas de discours autour, ça ne parlait pas de quelque chose en particulier. C'est un film qui n'avait pas véritablement de sujet. Pour paraphraser Flaubert, on pourrait dire que c'était quasiment un film sur rien. Et c'est ça qui me... Et en même temps, c'est un film dans lequel j'avais envie dans lequel je me sentais bien. Et dans lequel je me sens bien toujours. J'avais l'impression d'explorer un univers tout à fait particulier que Steve Nain nous avait offert grâce au procédé du cinéma, grâce au montage notamment sur lesquels on va peut-être revenir en fait, dont je parle beaucoup dans le livre. Vous en parlez, mais de manière, vous n'en parlez pas dans un bloc. Vous en parlez vraiment. C'est une espèce de continuité dans dans tout le livre. Je veux dire, c'est des moments comme ça où vous revenez très très souvent à ça, au montage. Ça, c'est un moment important, oui. Ouais, exactement. Oui, je n'ai pas consacré un chapitre spécifiquement au montage, parce que pour moi, le film est vraiment un film en plus de monteur, parce qu'il faut savoir que Steve Nain n'était pas monteur professionnel du tout. C'est la première fois qu'il monte un film. Il a bricolé véritablement, alors que le monteur officiel, c'est quand même Yann Dedé, qui est un grand monteur du cinéma français. Mais Yann Dedé explique lui-même que finalement, c'est Steve Nain qui s'est réapproprié en fait totalement le montage. Et donc voilà, c'était un film d'une part, voilà, dans lequel je me sentais bien, qui me proposait un univers totalement différent, très dépaysant. Alors sans rien pourtant de surnaturel, sans rien d'exubérant, sans rien d'extraordinaire, c'est ça qui était très fort, et qui ne reposait justement, selon moi, que sur des procédés cinématographique, à défaut de le dire autrement, on pourrait trouver un meilleur terme, mais ça reposait sur pas grand-chose. Et c'est ça qui m'intriguait totalement. Et donc j'ai voulu essayer, alors non pas de démonter le film, de l'ausculter, parce que il garde toujours son mystère, mais d'essayer malgré tout, de voir comment cet univers fonctionnait, quels étaient ses codes, quel était cet imaginaire que me proposait ici Steve Nain, et quelle était sa vision cinématographique finalement. Et donc j'aimais beaucoup ce challenge de me confronter à un film, encore une fois sans sujet véritablement défini, circonscrit, mais qui reposait sur une forme cinématographique très particulière.
Bah, en tout cas, ce film qui soi-disant parle de rien, ça vous stimule parce que je vais me permettre quand même de lire un extrait de la 4e de couverture pour qu'on comprenne un petit peu aussi votre style. Vous écrivez, c'est l'histoire d'un citadin qui tombe en rade dans un coin paumé du Jura, qui se fait dépanner par un gars du cru, passe une première nuit dans sa grange, y croise des mines patibulaires sans comprendre ce qu'elle raconte, y déambule de fond en comble, finit par ne plus trop savoir ce qu'il fait là, improvise des repas arrosés avec son hôte, bavarde parfois et souvent se tait, commence à entendre parler de combes magiques et d'oiseaux en bois dans la forêt, se laisse embringuer par son nouveau copain dans la neige, se fait embarquer dans des bars clandestins et une auberge qui ne ferme jamais l'œil de la nuit, y écoute un chien qui chante, il flirte avec des dames, s'y engueule avec des montagnards, étudie des cartes, enterre une vie de garçon, puis finit par s'en aller au petit matin après avoir mis sa vie et celle du spectateur en pointillé. Je pense qu'il se passe vraiment rien finalement. Oui, ouais. Il s'en passe comme même. Alors, je précise quand même que tout le livre n'est pas fait d'aussi longues phrases. Oui, bien sûr. Mais effectivement, l'éditeur m'avait demandé de forcément une 4e de couverture et qui me permettait aussi de résumer le film, de résumer un peu l'inrésumable. Mais effectivement, ce qui s'y passe, à la fois, comme vous le dites très bien, il semble se passer beaucoup de choses, mais sans que ces choses, d'une part, soient extraordinaires. Enfin, on voit des gens juste attablés, en train de s'enivrer dans les vapeurs de l'alcool pendant des nuits entières, ou alors marcher dans la neige, ou courir même mieux dans la neige, discuter également, somnoler aussi, soit dans une baignoire, soit dans un lit, dans une auberge, etc. Donc on a à la fois beaucoup d'événements, mais assez anodins, et surtout qui nous semblent sans début ni fin, sans qu'on puisse vraiment comprendre les tenants et aboutissants de tous ces événements qui s'enchaînent. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses. C'est pas du tout un film contemplatif, en fait, bizarrement. C'est pas du tout un film où on va guetter l'horizon et méditer sur la montagne. C'est un film au contraire, très dynamique, avec beaucoup de plans, d'ailleurs, où il se passe beaucoup de choses, mais sans qu'on puisse véritablement comprendre les tenants et aboutissants de ce qui s'y passe véritablement. Et pourtant, on les suit. C'est pas non plus un film expérimental. C'est pour ça que c'est très étrange. En fait, c'est un film aussi narratif. C'est pas un film expérimental fait d'images totalement non narratives, en fait. C'est un film aussi narratif, mais dont la narration est très flottante et sans nous échapper. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui nous intrigue à la fois. Quand on commence à écrire un bouquin sur un film de ce genre et on s'intéresse un peu à Stevenin, d'où vient Stevenin, c'est qui Stevenin avant de faire ce film-là, est-ce que il y avait comme ça des indices dans le début de carrière de Stevenin en tant que premier assistant réal et un peu touche à tout, un peu partout, même à Cuba, je crois qu'il avait commencé même à Cuba, les aventures de Juan Quinquin, si je ne me trompe pas, quelque chose dans ce genre. Mais est-ce que déjà on sentait quelque chose chez lui qui allait donner Passe-Montagne? Ah, c'est difficile de le dire. Alors, on peut le dire après coup, forcément. Par exemple, le fait qu'il ait été notamment assistant réalisateur de Jacques Rosier, qui a beaucoup compté pour lui. Là, on peut se dire, bon, quelqu'un qui déjà démarre avec Jacques Rosier, ça peut dresser un petit peu le portrait de ce qu'il va faire ou le paysage de ce qu'il va faire ensuite, par exemple. Notamment par l'art de l'improvisation, tous les à côté, la digression de ces films, la digression qu'il y a pendant le tournage, mais la digression également que proposent ces films, l'art d'étendre aussi la durée, de dilater la durée, etc. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça que j'imagine que ayant été à l'école entre guillemets de Jacques Rosier, mais également de Truffaut, il faut savoir aussi qu'il a commencé véritablement à être acteur chez Truffaut. Mais là, c'est plus étonnant parce que d'ailleurs, Stevenin a parfois pris un peu ses distances avec les films dans lesquels il a joué, notamment à La Nuit américaine. Quand on parlait avec Stevenin de La Nuit américaine, il avait une sorte de fascination, de rapport de fascination-répulsion avec ce film. Il respecte. Comme beaucoup de personnes, effectivement. Comme beaucoup de Truffaldiens, même. Et comme beaucoup de Truffaldiens, oui, c'est un film, effectivement, qui est en partie controversé, discuté sur sa vision du cinéma, sur sa vision de tout ce qu'il y a autour du cinéma. Et lui, notamment, Stevenin, il avait l'impression que c'était un film extrêmement formaté, qui ne montrait pas la réalité d'un tournage, qui était trop lisse
également, et c'est ce il va faire un petit peu l'inverse avec Passe-Montagne, hein, qui alors même que Stevenin était adoubé aussi par Truffaut. Mais je dirais que c'est plutôt d'une part par le compagnonnage de quelqu'un comme Jacques Rosier, par exemple, qu'on peut trouver les prémices de ce qui sera ensuite Passe-Montagne, mais également, je dirais, justement par cette façon d'avoir un pied dans le cinéma et un pied en dehors, en tout cas d'être assistant, second rôle, d'avoir rarement un rôle principal, notamment chez Truffaut. C'est quelqu'un qui est un peu en marge, et donc je dirais que cette situation de Stevenin comme comédien en marge ou comme assistant pouvait aussi augurer du regard très particulier qu'il avait sur le cinéma. C'était pas quelqu'un du sérail, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a appris, bien sûr, le cinéma, mais qui va en faire un peu qu'à sa tête lorsqu'il va réaliser lui-même ses propres films. Donc, il y a vraiment cette idée de la périphérie, de la marge, qui caractérise les débuts de Stevenin en tant que second rôle et en tant qu'assistant, et qui peut-être se retrouve dans Passe-Montagne. Mais par ailleurs, le fait que dans Passe-Montagne, par exemple, il soit réalisateur et acteur, ça vient notamment de l'exemple de Truffaut avec un film comme L'Enfant sauvage, par exemple, où véritablement Truffaut était derrière et devant la caméra, et donc cette souplesse aussi du réalisateur-acteur vient aussi de Truffaut. Donc il y aurait certainement beaucoup de choses, hein, effectivement, qui pourraient augurer de ce que deviendra ensuite Passe-Montagne. Page 12, vous écrivez « Construire puis casser pour raconter des trucs ». Cette trinité profane au frontispice de sa jeunesse, Stevenin l'applique à la lettre, tirant des plans séquences sur la comète avant de casser la baraque au montage, histoire de faire advenir quelque chose d'à peu près irracontable. Et c'est exactement ce qu'on retrouvera après dans Double Messieurs, dans Mishka aussi, oui. Ces deux films suivants, surtout dans Mishka d'ailleurs. Mais c'est cette idée de casser. Vous écrivez aussi à un moment que c'est un film qu'on prend en cours de route. Oui, littéralement, on le sent, effectivement. Et on le sent effectivement, littéralement, par ce premier plan très énigmatique où les deux personnages, donc on est dans un camion, on découvre d'abord, en plus dans ce plan, Stevenin de dos, grâce à un plexiglas qui va faire apparaître le reflet de Stevenin, mais sans que les personnages nous soient présentés. On a énormément de personnages annexes qui apparaissent, disparaissent, donc dans la grange ou aux alentours de la grange, qui murmurent des choses, qui font référence à des choses dont on n'a jamais entendu parler. Donc on a l'impression qu'il nous manque plein d'éléments pour comprendre ce qui se passe, mais même au cœur de la quête du personnage de Stevenin, donc cette histoire de combe magique, d'oiseaux dans les bois, on ne sait pas ce qu'il veut en faire. Il en parle à Villeray, il embarque dans son aventure, mais on a l'impression véritablement qu'il nous manque le contexte, qu'il nous manque véritablement plein de choses autour de ce personnage, autour de sa quête, autour de ses rêves. Donc c'est un film qui est fait d'énormément d'ellipses, de sous-entendus, de choses suggérées, mais qui nous échappent sans cesse. Et donc le spectateur a toujours l'impression effectivement d'arriver en cours de route, et ça se voit bien entendu aussi dans la mise en scène et dans le montage, puisqu'il y a énormément de discussions qui sont prises en cours de route également, c'est-à-dire qu'on voit Villeray et Stevenin en train de discuter, mais on ne sait pas de quoi, donc ils réagissent à une discussion ou à un sujet dont on ignore tout. Et très souvent, le plan s'arrête alors même que la conversation n'a pas été conclue également. Donc on a toujours, dans le montage même, une impression finalement de rater quelque chose, d'arriver au mauvais moment. Et il y a cet art justement de Stevenin de ne pas s'apesantir sur les choses, ça c'est très important. Il y a toujours cette idée, notamment il cite, enfin que je cite également, hein, la phrase de Grand-Perret, moi je veux cadrer mais pas encadrer, ou cadrer n'est pas encadré, et il refuse toute belle forme, en fait toute forme achevée. Il refuse le beau cadrage. C'est pour ça qu'il y a très peu, par exemple, de plans de nature totalement virginal, romantique dans le film. Il n'y a pas du tout ça. Il y a cette volonté de bousculer les choses, de les prendre là aussi en allant comme elles viennent,
En tout cas, c'est l'impression, bien sûr, que donne le montage, mais sans s'apesantir sur quoi que ce soit, et sans créer de la belle forme que Stevenin trouve trop lisse, trop polissée. C'est comme si on avait l'impression que chaque plan, alors on va dire plan, même pas séquence, que le plan d'après était en réaction contre le plan qui vient de se faire, qui vient de se terminer. Il y a un peu de cela. C'était Truffaut qui disait le scénario, puis le tournage contre le scénario, le montage contre le tournage. Mais là, on a l'impression que dans ce film-là, les plans il y a un dialogue, effectivement, mais c'est comme si chaque plan rivalisait entre eux dans cette idée de découpage assez strict, où ça va pas, où les phrases parfois sont interrompues. Il y a cette sensation très très particulière dans ce film-là. Oui, il y a vraiment cette sensation, effectivement, en tout cas, qu'on ne va pas s'arrêter sur un plan, que le plan fait partie d'une longue chaîne. On pourrait même parler parfois je parle de ça, on a l'impression des fois d'une dégringolade en fait de plans ou d'enchaînements comme ça, un peu vertigineux, de plans effectivement. Et dans cette façon de ne pas s'arrêter sur les choses, effectivement, il y a l'idée que le film va être fait d'énormément aussi de parenthèses, en fait, d'interruptions. J'en parle, mais à plusieurs moments. En fait, toutes les séquences, comme vous dites, on a du mal à parler véritablement de séquences, mais plutôt de plans, parce qu'une même séquence, par exemple, lorsqu'ils se mettent à faire à manger tous les deux, est coupée sans cesse par d'autres plans. Villeray qui va lire un livre dans sa chambre, puis Villeray qui va aller chercher à manger, et puis qui va découvrir ou qui va explorer les soubassements de la grange. On a l'impression d'une interruption généralisée, que rien ne se tient véritablement, que le film n'arrive pas à se concentrer, ce sur quoi il est censé se concentrer, que cette histoire de combe, en fait, on l'oublie très vite, et puis on en reparle, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a une forme étrangement d'ailleurs, quasiment d'inattention, ce qui peut paraître paradoxal, aux choses, ou de manque de concentration en fait sur les choses, qui est très troublant, et qui peut donner l'idée effectivement que ce que vous disiez, qu'un plan se fait contre l'autre, parce que parfois aussi il y a des contrastes très importants. Les personnages s'assoupissent au cours d'une soirée, et puis tout d'un coup Stevenin passe sur la table et puis quitte le plan, et c'est reparti pour l'aventure. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très inconstant aussi dans le film. On se repose, on repart, on va courir là aussi comme des dératés dans la montagne, et puis très vite on redescend. C'est un peu Sisyphe en fait, on monte et puis on redescend, et puis là on va s'aviner et s'endormir dans les vapeurs de l'alcool. Donc il y a vraiment ça, ce contraste généralisé, comme si le film ne se reposait véritablement jamais, ne savait pas où il allait. Ce qui a pu faire dire d'ailleurs, et à juste titre, à plusieurs auteurs, notamment je pense à Hervé Aubron, et je suis tout à fait d'accord, qui a parlé d'idiotie à propos de ces personnages. Idiotie non pas dans le sens bien sûr péjoratif, mais des personnages qu'on pourrait comparer un peu à Bouvard et Pécuchet quelque part, qui ont une idée en tête, mais qui savent pas véritablement comment s'y prendre, qui regardent des cartes, qui vont lire des livres de mathématiques mais on sait pas exactement ce qu'ils veulent. Il y a une inconstance, et puis ils abandonnent très vite, et puis ils repartent sur autre chose. Ils semblent buter à chaque fois sur quelque chose. C'est très étonnant. C'est pour ça que je disais, c'est pas un film contemplatif, c'est un film un peu de rêveurs, mais des rêveurs qui n'auraient pas les moyens de l'être, en fait. Il y a quelque chose comme ça, de rêveurs en tout cas qui butent sur quelque chose, qui n'arrivent pas véritablement à se développer, et donc à la fin Villeray part aussi vite qu'il était arrivé dans cette histoire, sans que rien n'ait changé finalement. Enfin, c'est très paradoxal, c'est très étonnant. Et d'ailleurs qui donnera un plan final fascinant, et qui nous promet là pour le coup beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup de choses, c'est à nous, spectateurs, en fait, de les imaginer, parce que Stevenin ne fera pas ça. Plus tard, il fera autre chose. Et c'est ça qui est assez beau. Mais vous citiez Bouvard et Pécuchet, pardon, Flaubert au début Mais j'ai envie de dire... et Céline. Là, je fais un peu du Stevenin. Oui. Je passe du coq à l'âne, mais en même temps, pas forcément, parce que si peut-être on devrait avoir un indice, peut-être ce serait Céline.
C'est vrai que j'ai Ouais, oublié hein, parce que simplement de le mentionner, vous avez raison de le revenir sur bah oui, non, c'est plutôt vous qui avez raison de l'avoir dit dans le livre, surtout. C'est pour ça que je me le permets. Effectivement, bon, c'est très important, Céline, puisque, Ouais. alors, Stevenin en parle lui-même, il découvre notamment le roman Nord de Céline, qui fait partie véritablement des derniers livres hein, de Céline, dans lequel Céline raconte son périple suite à la fin de l'occupation en Allemagne. Et donc Stevenin découvre ce roman lorsqu'il était assistant du réalisateur Peter Fleischmann sur Les Cloches de Silésie, donc à la fin des années 60. D'ailleurs, Stevenin vient de sortir un journal de bord, enfin posthume bien entendu, de cette expérience sur Les Cloches de Silésie chez Powell. Et donc il découvre ce roman, il est fasciné notamment. Alors, il le raconte lui-même, et il me l'a dit aussi, par la façon très suggérée dont était racontée la guerre. C'est-à-dire que la guerre est toujours vécue de manière indirecte, par des bruits d'explosion, par des murs qui tremblent, etc. Donc, il y a toujours la guerre un peu au loin. Mais ce qu'il ne dit pas explicitement, mais moi je trouve ça très frappant quand on entend Stevenin, quand on voit ses films, c'est qu'il y a le même phrasé, notamment du dernier Céline. Céline qui était connu notamment vers la fin de sa carrière pour utiliser énormément les 3 points, les points de suspension, dont je parle pas mal dans le livre, et qui me semble très... il me semble que Stevenin propose une sorte d'adaptation cinématographique de ce style extrêmement haché, extrêmement syncopé de Céline. Là aussi, des phrases qui commencent, qui ne finissent pas, et en même temps des paragraphes immenses. C'est très difficile de détacher là aussi de grandes scènes dans le dernier Céline, de la même manière qu'on a du mal à détacher de grandes séquences dans le film de Stevenin. Il y a l'idée aussi d'une parole abondante, pas forcément compréhensible, d'idiomes aussi, de langage, de patois expliqué de la même manière que Céline utilisait notamment, alors soit de la langue populaire, enfin des mots vulgaires, ou de l'allemand parfois. Chez Stevenin, c'est le patois jurassien, c'est des phrases qu'on ne comprend pas véritablement, qui n'ont ni queue ni tête, pas de début ni de fin. Donc il y a cette sorte de logorée en fait, hein, de logorée verbale. Qui me semble proche de Céline chez Stevenin également. Mais non seulement dans le langage des personnages, mais également dans le langage cinématographique lui-même. Et sans compter, bien sûr, les références aussi, alors toujours assez mystérieuses d'ailleurs, les références très importantes à la Seconde Guerre mondiale. Mais pas seulement dans Passe-Montagne, comme dans Double Messieurs d'ailleurs, mais pas seulement à la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi au nazisme de manière plus précise ou plus générale, je sais pas. Par exemple, il y a un personnage qui parle de division Charlemagne. On a bien sûr l'évocation d'Albert Speer, par exemple. Donc il y a eu une fascination étonnante, pas forcément expliquée d'ailleurs par Stevenin, qui n'a pas connu directement la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une fascination. Il l'a connue par bribes justement, par ce qu'il a lu, par des stèles de résistants aussi à Lons-le-Saunier d'où il vient, et donc c'est de façon très indirecte, un peu par la bande, qu'il a appris des choses sur la Seconde Guerre mondiale et qu'il réinjecte dans ses films de manière mystérieuse. Mais tout ça fait que effectivement l'apport de Céline, enfin de l'obsession qu'il avait de l'écrivain Céline est indéniable, et d'ailleurs jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa vie, il avait l'idée d'adapter Nord pour le cinéma. Il connaissait donc la veuve de Céline, Lucette Détouche également. Il était très proche d'elle. Il avait enregistré à plusieurs reprises. Donc son idée d'ailleurs de film, c'était pas seulement une adaptation de Nord, mais c'était un mélange d'adaptation de Nord et de la vie de Lucette Détouche auprès de son mari et même après, je crois. Voilà, c'était un mélange d'autobiographie de Lucette Détouche et de Nord. Mais c'est vrai que ce compagnonnage est très étonnant, mais il me semble qu'on retrouve effectivement le style ou l'univers de manière plus générale de Céline dans Passe-Montagne, alors que les œuvres ont l'air très éloignées a priori. Mais donc, on peut dire aussi que si on voulait avoir un aperçu de ce que pouvait être une adaptation de l'esprit célinien par le montage,
Là, dans Passe-Montagne, on a ça. Parce que ce que vous dites depuis 30 minutes et ce que vous dites aussi dans le bouquin par rapport aux interruptions ou 3 points de suspension, en fait, Stevenin, avec le montage, nous offre ça. Un aperçu de ce que pourrait être la réappropriation du langage célinien. Ce serait en fait le montage utilisé dans Passe-Montagne. Oui, moi il me semble en tout cas, c'est en tout cas mon point de vue, effectivement, puisque ce Céline réputé inadaptable, sur lequel beaucoup contre lequel beaucoup se sont heurtés, finalement, on n'a pas réussi à adapter Voyage au bout de la nuit ou autre. Il y a beaucoup d'adaptations mornées de ce roman et d'autres de Céline. Effectivement, il me semble que Stevenin, là aussi consciemment ou non, mais habité en tout cas par cette langue, a trouvé avec Passe-Montagne la forme idoine à ce caractère à la fois alors je cite un exégète de Céline qui parle d'un style déraillant notamment de Céline, quelque chose qui à la fois qui relève d'une fluidité, d'une logorée verbale et qui en même temps ne cesse de déraper, mais toujours en retrouvant son équilibre un peu au dernier moment. Il y a l'idée vraiment de surfer un petit peu sur les choses. Sans savoir véritablement où tout ça va nous mener. C'est vrai que quand on lit Nord, notamment, on a une sorte comme ça de logorée verbale qui semble nous emporter comme une vague, sans savoir où elle va nous faire atterrir. Il y a une sorte de jeu d'équilibriste très étonnant et qui fait, comme il le dit lui-même, qui fait vibrer la langue de la même manière que dans le cinéma Stevenin, ce qu'il veut, c'est faire vibrer justement les choses. En fait, il veut les rendre véritablement vivantes, d'où cette horreur du plan tableau, du cadre trop beau qu'il refuse absolument. Donc oui, il me semble qu'on pourrait y trouver un équivalent, s'il devait y avoir un équivalent. C'est jamais évident de trouver un équivalent, de comparer cinéma, littérature, voilà, le langage écrit et le langage visuel et sonore, mais moi j'y retrouve de ça, en tout cas, oui. Tout à fait. Vous me disiez au début de l'émission que concernant ce film, votre rapport au film, vous avez dit quelque chose de très très beau, vous avez dit je m'y sens bien dans ce film. Quand on lit votre livre, on sent que vous vous y sentez bien dans ce film parce que dans la manière dans votre style, dans l'écriture même, vous permettez des allers-retours, des digressions, vous revenez sur le montage très souvent et puis surtout vous permettez beaucoup d'esprit aussi au niveau de l'écriture, que je trouve ça assez intéressant. En fait, il n'y a rien pour le coup, c'est à l'image aussi du film, c'est-à-dire que vous nous surprenez en ne prenant pas comme base ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire, je vais le dire de manière assez grossière, voilà, une introduction, un développement, et puis une conclusion. Non, il n'y a pas de ça, il n'y aura jamais ça. Et c'est ça qui est très bien. Et donc, là, on peut le prendre en cours de route, on peut commencer par la fin, on peut s'amuser à ça, et c'est assez passionnant. Le style, parce qu'on parle d'un film qui a un style important, on a parlé de Céline, mais c'est aussi un livre qui nous réunit, et j'imagine que écrire de cette manière, c'était ce que vous souhaitiez faire dès le début. Oui, c'est presque venu d'ailleurs naturellement, d'une part parce que le livre a pris très rapidement l'apparence plutôt, on va dire, là aussi rapidement, d'un essai plutôt que d'un texte, j'allais dire, académique, avec beaucoup de guillemets, comme vous dites, avec une introduction, un développement, etc. Voilà. Donc, moi, de des très bons livres. Comment donner des très bons livres aussi. Oui, ça. Tout à fait, oui. Mais je me sens naturellement, effectivement, plus proche. En tout cas, il me semble que c'est ce qui me vient plus naturellement, cette forme libre, où j'essaie à chaque fois, je dis bien j'essaie, de me couler dans le style de l'œuvre. C'est-à-dire que quand je disais effectivement que je m'y sens bien, c'est parce qu'à force de le voir, de le revoir, j'essaie véritablement, enfin c'est même pas que j'essaie, c'est que ça vient aussi naturellement à force de le voir. J'accorde un peu mes pas sur les pas du film. Je me coule dans son rythme aussi, dans son approche, dans son atmosphère. Et ça, j'accorde beaucoup d'importance à ça, de véritablement à essayer d'épouser la sensibilité même du film.
Et ce film-là s'y prête particulièrement parce que, comme je disais, c'est un film plus d'atmosphère que de narration proprement parlé. Donc, ce film-là, n'ayant pas véritablement aussi d'introduction, de développement et de conclusion, mon livre, naturellement, je dirais que c'était pas forcément conscient, mais naturellement épouse cette façon très hachée, parfois effectivement faite d'aller-retour, de digression, de parenthèses du film, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de retours dans le film, effectivement. Comme vous dites, ils partent dans la montagne, ils reviennent. Il y a l'idée des boucles musicales aussi, empruntées au film Barocco. C'est un sample, en fait, de la musique qui va revenir sans cesse. Il y a bien sûr ce plan final où il écoute l'enregistrement de Villeray qu'on a entendu avant. Donc, il y a vraiment cette idée quasiment, oui, d'exploration d'un univers, mais en creusant, quoi. En creusant, en revenant sur ses pas et avec cette digression immense, quoi. On voit bien que dans tous ces moments de repas, de préparation du repas, ce qui l'intéresse, c'est bien sûr pas la ligne droite, mais au contraire des moments de pause, de digression. On va faire autre chose, des moments inutiles entre guillemets, justement pour toute forme de narration classique, sur lesquels au contraire il va s'apesantir. Mais j'essaie vraiment, oui, de me couler dans le style pour essayer de rendre sensible le film, d'essayer de le faire apparaître avec des mots, ce que fait Stevenin avec des images et des sons. Alors je répète, hein, c'est le livre, voilà, Passe-Montagne, avec comme sous-titre Fais voir, hein, quand même, ça il faut le dire. Faut voir, oui. Faut voir, pardon. Voilà, oui, faut voir. Excusez-moi, Faut voir avec 3 points de suspension. Pour le coup, c'est édité chez Yellow Now. Rappelez-moi en quelle année vous avez découvert ce film? Alors c'était, si je ne dis pas de bêtises, j'étais à Caen, enfin je ne vais pas raconter ma vie personnelle, il y a 8 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 8 ans, ce qui est assez à la fois tardif, mais j'aurais pu passer aussi toute ma vie à côté de ce film, ce qui aurait été très dommage pour moi. Mais ça fait 8 ans à peu près, ouais. Non, je vous pose cette question parce que vous découvrez ce film il y a 8 ans, donc vous découvrez aussi Jacques Villeray dans ce film. Et c'est là où je veux en venir, c'est Jacques Villeray dans ce film. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est vrai. Alors il y a un texte de Jean-Marie Samocki d'ailleurs qui accompagne le livre sur Villeray dans Passe-Montagne, mais également dans la soupe aux choux, puisqu'il y a un livre dans la même collection. Et dans d'autres films. Moi, il est vrai, je suis pas du tout spécialiste de la carrière de Jacques Villeray. Je l'ai pas étudié sous cet angle-là, en tout cas, hein, le film. C'est vrai que je ne parle pas de Jacques Villeray en soi, sachant par ailleurs qu'il y a un texte. Mais ce qui est très intriguant dans ce film par rapport à Jacques Villeray, c'est que il est d'abord c'est quelqu'un qui est très, comment dire, dans ce film-là, quelqu'un qui est très embarrassé par tout ce qu'il découvre. C'est quelqu'un d'abord qui est embarrassé parce que sa voiture est en panne, qu'il est censé rester une nuit chez Stevenin, et d'ailleurs même pas rester une nuit au début, et que finalement il est emmené à être embringué dans cette histoire un peu malgré lui. Et donc Villeray va jouer admirablement cet embarras. J'en parle à plusieurs reprises. Il y a vraiment l'idée qu'au début, surtout, il ne sait pas où se mettre, comment se positionner dans le cadre, dans cette grange. Très souvent, les plans le surprennent en train de faire quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Enfin, il ne sait pas vraiment trouver sa place. Et Villeray est connu aussi pour ça, pour un personnage un peu lunaire, alors plutôt comique. Hein, il n'a pas vraiment un rôle comique en soi, mais assez lunaire. Qui est totalement embarqué en fait dans cette histoire et qui va lui-même se couler finalement dans cette atmosphère lunaire, parce que le film étant lunaire lui-même, Stevenin l'étant aussi. Finalement, il y a ce côté bonhomme de Villeray, me semble-t-il, qui va se laisser entraîner par les choses. On retrouve dans d'autres films le caractère très bonhomme, très facile, qui s'adapte aux choses, qui est pas compliqué de Villeray. Et il me semble qu'il le fait à merveille. C'était un film aussi fait pour lui. Il le fait à merveille. Je me laisse aller. D'où d'ailleurs le sous-titre que vous avez cité, un faut voir. C'est une phrase que Villeray prononce alors qu'il est vraiment il prend son bain, il est affalé pendant des heures comme ça dans sa baignoire.
Et alors on ne sait pas à quoi il fait référence en disant faut voir, mais il y a vraiment l'idée que bon, on se laisse porter par les choses, on sait pas très bien ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on fait là, on sait pas ce qu'on fait d'ailleurs même dans le film, on sait pas de quoi ça parle, et puis à un moment on en a un peu marre justement et on finit par partir. Et donc il me semble que le côté facile, bonhomme, presque j'allais dire déliquescent un peu du personnage à l'image de ce personnage dans sa baignoire, qui se laisse porter par les événements et par le film. Voilà, ce personnage-là, cet acteur me semble tout à fait adéquat à ce film-là. Passe-Montagne, donc de Jean-François Stévenin. Le livre, il est ici, c'est édité chez Yellow Now. Et vous retrouvez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo, livre écrit par Pierre Jailloux, qui est venu nous en parler. Merci en tout cas. C'était alors bien évidemment, je dis souvent, hein, on en a parlé que de 0,01% de ce qui allait. Voilà, soyez curieux et allez vous procurer ce livre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait l'effort de répondre à mes questions et c'était un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.